Docteur Yam Timba, effectivement, on essaie toujours de comprendre justement cette révolution, comprendre ses spécificités, ses caractéristiques. Il ne faut pas suspendre la capacité du peuple aussi à des critiques. Il faut rappeler que ces révolutions, comme on l'a dit sur ce plateau, font souvent l'objet de diverses critiques. Et à l'AUS, on nous pose souvent la question de la dictature. On se demande où se trouve la limite. Je crois pas que c'est comme cela que l'AES se présente. En fait, il y a toute une propagande contre-révolutionnaire autour de l'AES. Et cette propagande contre-révolutionnaire qui va s'appuyer sur un certain nombre de termes, et ces termes-là vont construire, vous les journalistes, vous dites un narratif, pour l'opinion publique, on va dire, ça va construire un discours politique qui consistera à laisser croire que qu'on est en face de dictature, qu'on est en face de régime intransigeant, oui, qu'on est en face de, si vous voulez, de la mort de la critique, alors que ce n'est pas le cas. Pas le cas. Pour une raison toute simple. Vous appartenez à 10 000 forums WhatsApp, Telegram, etc., avec des gens de cette zone et même de très hauts responsables qui participent ou sont inscrits, ne vont pas nécessairement réagir, mais ils lisent ce que les gens disent. Tout cela participe de la critique. La critique, ça ne va pas toujours être le fait que quelqu'un écrive un pamphlet ou que... Oui. Non, pas du tout. On a aujourd'hui des outils différents, nouveaux, qu'on peut utiliser pour faire passer des idées nouvelles. Attention, le problème, c'est que la critique en matière révolutionnaire n'est pas la critique de la révolution elle-même. Nous ne devons pas confondre, nous ne devons pas du tout faire de la... Nous ne sommes pas sur la critique de, si vous voulez, de ce que nous appellerions la contradiction fondamentale. Nous la reconnaissons, nous sommes d'accord là-dessus, et nous allons quelque part, nous sommes d'accord sur cet objectif. Si la critique porte sur cette contradiction fondamentale, là on a un problème. Mais la critique porte sur les moyens. Sur les moyens. Et nous pouvons aujourd'hui, par exemple, là on parlait du Faso d'Anfani et par exemple de changement de nom dans le Zaïre. Attention, ces choses-là justement, le Faso d'Anfani n'est pas seulement, on voit ça par exemple lorsque on lit Mao Tse-tung sur la révolution culturelle, qui est un élément extrêmement important, parce que la modification de la, si vous voulez, de la relation à soi, de la relation à son parcours historique, participe aussi, si tu veux, de la construction de la liberté. Et cette construction de la liberté et de la dignité donne beaucoup motive énormément les révolutionnaires à maintenir le cap. Donc, il s'agit, lorsque vous prenez par exemple le Faso d'Anfani, vous êtes là à la fois sur la révolution culturelle, mais également sur un terrain extrêmement important de la contradiction principale, à savoir que vous êtes un peuple exploité. C'est pour ça que vous portez des vêtements qui viennent d'Europe. Eux, ils ont les manufactures, ils vous prennent du coton, ils fabriquent et vous achetez les vêtements qu'ils fabriquent. Or, sur cet aspect qui est un aspect économique extrêmement important et qui est au cœur de la relation du néocolonialisme qui vous lie, eh bien, le Faso d'Anfani vient briser ce cycle-là, vient briser cette structure qui fait de vous un pays, un État, un espace néocolonial, en créant, en renversant, justement, ou si vous voulez, en mettant fin à l'importation de produits qui sont faits par l'État néocolonialiste, par la production de produits au niveau local qui vous donne le contrôle de votre marché, mais surtout, et c'est ça qui est original dans cette affaire, c'est que la conséquence est celle de la partie culturelle de la Révolution. Parce que vous portez des vêtements qui vous renvoient l'image de ce que vous êtes culturellement, de votre propre parcours historique. La limite avec le changement du nom du temps de Mobutu, c'était que c'était un peu, si vous voulez, c'était des éléments de la superstructure dans lesquels le symbole n'était pas extraordinaire. Vous changez votre nom, il s'appelait Mobutu Joseph Désiré, après il s'appelle Mobutu Sese Seko Kukubendu Wazabanga. Ça n'apporte pas du tout un peu plus de manioc sur la table du Zaïrois. C'est ça la grande différence. Le Faso d'Anfani va donner du travail aux familles burkinabè, mais vous changez votre nom, Kukubendu Wazabanga, vous n'avez pas produit plus de nourriture, vous n'avez créé aucun emploi. Et donc, du coup, ces choses sont extrêmement intéressantes. Et vous allez comprendre que nous sommes
dans un certain nombre de choses qui font que ces questions-là sont essentielles. Pourquoi, par exemple, on va dire que ce qui s'est passé... Bon, aujourd'hui, la révolution haïtienne est entrée dans les canaux universitaires, par exemple. Ils estiment qu'elle fait partie de ce qu'on appelle aujourd'hui les révolutions matricielles. La révolution française, la révolution chinoise, la révolution russe, la révolution haïtienne. Vous voyez que même la révolution américaine n'est pas au même niveau. Vraiment, ce n'est pas placé au même niveau. Il y a 4 révolutions matricielles selon les universitaires aujourd'hui, c'est couramment accepté. Mais ce qui est intéressant dans ce qui était relevé tout à l'heure par rapport aux qualifications de ces luttes-là, c'est que si on dit qu'il n'y a pas les luttes africaines, on ne les qualifiera pas de révolution, en Angola, au Mozambique, en Afrique du Sud, au Cap-Vert, Guinée-Bissau, l'Algérie, le Cameroun, tous ces pays, etc. On ne les qualifiera pas comme ça, tout au moins dans l'espace occidental, parce que il faut faire très attention. Si vous dites que les Noirs sont capables de révolution, vous dites que les presque 20% de la population américaine sont capables de monter une révolution aux États-Unis. Il y a quelque chose de très important et de très délicat qu'il faut prendre en considération dans cette situation, et ça doit attirer l'attention des Africains sur la spécificité de la période, de la gravité de la période par laquelle nous sommes en train de passer. Vous êtes en train de dire que les 50%, parce qu'on ne vous dira jamais ça, les femmes aiment les novelas chez nous brésiliennes, mais elles ne savent pas que la moitié de la population brésilienne est noire. Si vous dites que les Noirs sont capables de faire de la révolution, vous dites qu'au Brésil, on peut faire une révolution aisément. Cuba, quand vous regardez toute la littérature occidentale, on ne présente pas les compagnons de Fidel Castro qui sont noirs. On ne les présente jamais. Si vous demandez à la plupart des gens, parce que l'essentiel de ce que nous savons de la révolution cubaine, malheureusement, c'est les Occidentaux qui nous en parlent. Le discours n'est pas directement puisé de la littérature cubaine elle-même. Et quand vous regardez toute la littérature occidentale, c'est les Blancs qui sont présentés. Pourquoi? Parce qu'il faut dénier aux Africains la capacité de faire de la révolution. Il faut leur dénier cette capacité, parce que si vous la leur accordez, vous mettez les États-Unis en difficulté, vous mettez le Brésil en difficulté. Ce sont des choses extrêmement graves. Et pire aujourd'hui, il y a des pays même qui ne sont pas dans cette sphère occidentale, mais qui sont par exemple des pays comme l'Inde, où on a quand même 800 millions de Noirs. Donc on tient compte de tous ces pesanteurs et on se dit, il faut qu'on fasse attention. Le monde est très complexe et ce qui se passe là dans l'AES, on n'en mesure pas encore suffisamment l'impact, mais c'est quelque chose qui est en train de raviver des choses. Vous avez par exemple des Noirs, des Africains qui sont en Iran, mais qui représentent pratiquement autour de, je crois, entre 5, 7 ou 8% de la population. Et comment ces gens-là réagiront-ils lorsqu'ils se rendront compte que les Noirs sont capables de faire une révolution? Mais cela participe, si vous voulez, de l'attitude raciste de l'Occident, de l'Europe de manière générale, depuis la traite négrière, tout simplement. Et vous avez beaucoup de problèmes auxquels nous sommes confrontés. Le système éducatif actuel ne va jamais générer ne générera que difficilement des révolutionnaires. Tous ceux qui sont révolutionnaires en Afrique, ce sont des gens qui se sont formés d'une manière parallèle à ce que c'est. Tout simplement. Quand vous prenez au Cameroun quelqu'un comme Oumniobé et tous ses compagnons, la quantité de formation que ces gens-là ont suivi par le Parti communiste français, par les lectures de textes chinois, russes, etc., mais vous êtes surpris. Mais c'est ça qui a formé ces gens-là, c'est-à-dire quelque chose de parallèle au système éducatif. Et vous constaterez que dans les pays, particulièrement ceux de l'Afrique francophone d'aujourd'hui, ça s'est resserré au point que la formation parallèle est devenue difficile. Heureusement que grâce à Internet, il y a une brèche qui s'est ouverte. Mais dans les années 60, 70, 80, 90, une formation parallèle était extrêmement compliquée en dehors du fait d'être sorti de ces pays-là. Donc nous avons là une trame, si vous voulez, un environnement dans lequel les gens sont, les Africains sont, si vous voulez, tenus. Ils sont vraiment tenus. Le système éducatif est fait
pour écraser les Africains, pour qu'ils soient des boys, point. Si vous ne le voulez pas, c'est comme vous pouvez peut-être pas l'accepter, mais ça se passe ainsi. Et le fait donc qu'on se retrouve dans cette révolution qui a lieu dans ces 3 pays vient de ce que c'est la révolution Internet, c'est les nouvelles technologies, qu'on le veuille ou pas, parce que lorsque le Mali, on sait que lorsque le Mali, par exemple, le M5, RFP voulait réunir les gens, on sait que c'est à travers les réseaux sociaux. Il n'y avait pas une télévision qui annonçait leur meeting. Bien sûr, c'est à travers les réseaux sociaux. Il n'y avait pas une radio, bon, sauf peut-être les télévisions panafricanistes camerounais. Mais en dehors d'elles, il n'y avait pas d'autres médias qui pouvaient annoncer leur rassemblement. Les réseaux sociaux ont joué un rôle extraordinaire et vous allez voir encore un traitement extrêmement raciste de l'Occident par rapport à ça. Ils vont vous parler des révolutions oranges. Ils vont magnifier la révolution orange ukrainienne en disant le rôle des réseaux sociaux, tout ce qui s'est passé, il y a même des documentaires qui sont faits. Mais personne, et ça, je me souviens, ça m'a rappelé une dame que j'ai rencontrée au Salvador et qui s'écriait, une américaine qui ne savait pas utiliser WhatsApp correctement et qui s'écriait purée. It's an African I'm meeting here in Salvador who is training me on WhatsApp. Fuck. Désolé, mais il parle comme ça. Elle était tellement agacée, mais elle ne savait pas utiliser cette technologie. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que la jeunesse africaine d'aujourd'hui utilise les moyens de son époque. Et les moyens de notre époque sont là pour, en réalité, nous permettre d'aller dans le sens de cette transformation, de ces changements des structures politiques qui pourront nous apporter quelque chose de mieux que ce que nous vivons aujourd'hui. Et l'impact, je voudrais sortir par là, l'impact de la révolution dans l'AES aujourd'hui, parce que c'est une révolution qui est en cours, l'impact de cette révolution sur l'Afrique est immense. En général, la question révolutionnaire ne se pose pas beaucoup dans les pays qui ont été colonisés par la Grande-Bretagne, etc. Ça se pose plus souvent dans les pays où on parle le français. Pourquoi? Parce que les Français ont tellement magnifié leur révolution qu'ils ont fini par laisser croire qu'ils sont le peuple le plus révolutionnaire du monde, oubliant même que la révolution américaine a eu lieu avant la leur. Le seul souci que nous avons, c'est que leur révolution était une révolution bourgeoise. C'est une classe montante qui est la bourgeoisie qui veut contrôler le pouvoir suprême et veut donc tuer son roi. Et il va dire le roi règne ou il meurt et il va donc tuer le roi puisque le roi ne doit plus régner. Alors la différence, c'est qu'ils avaient voulu, la seule manière pour que cet esprit révolutionnaire français prenne en Afrique, c'était exactement dans un cadre néocolonial, puisque la bourgeoisie allait dans ce sens-là. Le seul problème, c'est que ceux qui vont s'opposer justement au capitalisme français, à l'impérialisme français, au néocolonialisme français, ça va être non pas, ça va être tout naturellement, ceux dont les intérêts sont opposés au capitalisme, à savoir les salariés de l'époque, la classe ouvrière. C'est ces gens-là. Et du coup, la France a un très mauvais rapport avec tout ce qui est révolutionnaire en Afrique. Et vous comprenez, tout à l'heure vous avez rappelé les termes du président français, et vous vous rendrez compte que chaque fois qu'on va dire révolution, pour eux, c'est se placer au même niveau historique qu'eux, et eux qui défendent leur rang, comme disait un de leurs qui a génocédé et qui est considéré comme le plus grand de tous les Français de Gaulle, et ils veulent défendre leur rang. Le problème, c'est que si les Africains sont capables de révolution, ils sont à leur niveau. Mais l'autre problème que ça suggère, je sortirai par là, c'est que tous les autres régimes, tous les autres pays dans lesquels vous avez un certain nombre de potentats qui sont là depuis très longtemps ou pas, dans l'Afrique, où on parle le français, utilise le franc CFA en premier, et en deuxième, dans les autres pays africains, où vous avez des chefs d'État qui se sont carrément aliénés au monde occidental, le terme de révolution fait frémir. Parce que le terme de révolution veut dire casser le système en place, et eux et leurs affidés, ou tout au moins leurs patrons extérieurs, vont perdre tous leurs avantages, tous leurs privilèges. Le problème, c'est que derrière, pire encore, on voit la Russie. Or, la Russie, c'est même quand Poutine arrive, je crois qu'il y a de plus en plus de gens qui parlent aujourd'hui de la révolution de la période Poutine. Parce que ce que ces gens-là ont fait depuis 1998,
ça s'assimile clairement, quand vous regardez les caractéristiques, à une vraie révolution. Et donc l'AES devrait continuer dans ce sens, avoir le soutien de tous les Africains. Et la question fondamentale qui se posera derrière, c'est la question de savoir, pour la jeunesse africaine, puisque la jeunesse de ces 3 pays a commencé, est-ce que nous voulons aller dans le sens de conquérir liberté, souveraineté, dignité, contrôle de nos ressources, développement de nos pays, comme les pays de l'AES, ou nous voulons rester sous la tutelle et sous la domination et l'exploitation de l'Occident?